Je vais donner. Didier va se présenter et nous parlera d'énormément de choses, mais un tout petit peu de contexte. Un grand merci Didier pour votre présence ce soir avec nous. Merci à vous. Et donc, toute l'idée est aussi de se dire, je suis courtier en assurance. C'est vrai qu'au quotidien, je dois quand même pas mal négocier. Tout le temps. Négocier mes produits d'assurance avec mon assureur, négocier mes renouvellements, chaque détail de contrat, mais aussi négocier des situations difficiles en gestion de clientèle. Et donc, on s'est dit, sortons un petit peu la tête de notre guidon quotidien dans nos négociations et voyons comment c'est fait avec grande expertise ailleurs. Et donc, Didier, je te passe la parole et merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Didier Guéguin, je suis fonctionnaire de police, toujours en activité depuis 30 ans. J'ai commencé ma carrière en tant que CRS pendant 8 ans. Et puis, j'ai passé les habilitations pour entrer au GIPN à l'époque, qui sont devenues les antennes RAID il y a 5 ans. Je suis resté 13 ans au RAID et on a double casquette très souvent au RAID. C'est-à-dire que, à part la maison mère à Paris, comme le GIGN d'ailleurs, on peut être tireur d'élite, on peut être à l'EFRAC, c'est-à-dire casser les portes, on peut être négociateur ou maître chien. Et donc j'étais opérateur et après quelques années, je me suis spécialisé dans la négociation de crise. Qu'est-ce que c'est que la négociation de crise ? Elle est née dans les années 1972 suite à la prise d'otage à Munich par un groupe terroriste qui s'appelait Septembre Noir, un groupe terroriste palestinien. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Des athlètes israéliens ont été pris en otage. La négociation a été tenue par les plus hautes autorités du pays, des commissaires, des ministres, le président du CIO de l'époque. On verra que dans les principes de négociation, règle numéro 1, le chef ne négocie pas. D'accord ? On verra un petit peu avant, on expliquera pourquoi. Donc ça a été un fiasco. L'assaut a été fait par des fonctionnaires qui n'étaient pas entraînés à ça. C'était là aussi une erreur monumentale. Les groupes d'intervention n'existaient pas à l'époque. Tous les preneurs d'otages ont été tués, mais les otages également. Il y a une vague émotionnelle dans le monde entier. Et puis on en a tiré des conséquences. On est nul. On ne sait pas communiquer avec des individus en crise qui ont la haine ou qui ont peur ou qui sont en colère. Donc comment faire ? Et les premiers à s'être intéressés à la négociation de crise sont les Américains, notamment du SWAT, qui ont été cherchés du côté de l'université de Palo Alto, qui étudiait justement la communication et notamment avec les individus, on va dire les complexes. Voilà. Ce sont des individus, parfois comme vous et moi, qui ont explosé émotionnellement, qui pètent un plomb. Mais après, comment on va faire pour revenir à de meilleurs sentiments? Comment on va faire pour réguler leurs émotions, pour qu'ils puissent enfin entendre ce qu'on a nous aussi à dire? Voilà, c'est ça la négociation de crise. C'est réguler les émotions de l'autre. Évidemment, avec les profils psychotiques, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils ont des phases de décompensation. On va faire en sorte de niveler leurs émotions. Mais la négociation de crise, c'est ça. Et un psychologue du FBI américain s'est inspiré de tous les grands principes sociologiques et psychologiques que vous utilisez au jour le jour, mais que parfois on oublie, pour en tirer un enseignement, et notamment l'escalier de changement comportemental qu'on va détailler un petit peu plus un petit peu après. Alors, la négociation de crise telle qu'elle est aujourd'hui, elle est utilisée dans tous les groupes d'intervention, quasiment dans le monde, que ce soit le GIGN, le RAID, ex-GIPN, maintenant ce sont devenus les antennes RAID, un petit peu partout en province, la BRI, etc., etc. Les profs s'y sont mis. On nous demande d'intervenir aussi pour les maires, puisque les élus maintenant sont de plus en plus agressés. Bon, on nous demande d'intervenir aussi dans les écoles. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de demandes, mais ça va venir parce que là aussi, ils ont de plus en plus de problèmes avec leurs élèves. Alors, il y a deux approches. L'approche linéaire, qui est plutôt anglo-saxonne. Vous l'avez vu dans les grands blockbusters américains, comme Dos au mur ou Le négociateur. Il y a toujours une petite guéguerre entre le groupe d'intervention et le groupe négociation pour savoir qui va intervenir, qui va réussir, qui va gagner la partie.
Ça n'existe pas dans le système français, puisque nous, c'est un système parallèle qu'on utilise. Ce système parallèle est un échange permanent d'informations. C'est-à-dire que le groupe d'intervention travaille avec la négociation et vice-versa. Puisque je suis opérateur, c'est-à-dire que dans une antenne du RAID, s'il n'y a pas de négociation possible avec un individu, s'il ne veut pas parler au négociateur, je reprends ma cagoule et mon casque lourd et je repars dans la colonne d'assaut. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette petite guéguerre qu'il peut y avoir, des guerres d'ego parfois. On travaille tous ensemble. Il y a donc un échange d'informations qui va s'opérer en permanence. Et il n'y a pas, à la fin de la négociation ou de l'intervention en tout cas, il n'y a pas une entité qui va dire c'est nous qui avons réussi ou c'est l'autre qui a réussi. Non, c'est l'équipe, c'est la team qui a réussi. Et après, on débriefera pour voir s'il y a des choses qui ont été ou pas. Mais en attendant, on travaille tous ensemble. Ça veut dire que le binôme qui est à l'effraction, par exemple, à la porte, qui entend des choses à l'intérieur, si ces choses peuvent intéresser la négociation, doivent faire remonter les informations. Mais le négociateur qui entendrait des choses par l'individu, qui lui dit peut-être au téléphone, je vous préviens, si vous entrez, le premier qui rentre, je le bute, je suis chasseur, j'ai 2 fusils de chasse et une centaine de cartouches. Ça, c'est une information qui doit être tout de suite relayée via le chef opérationnel au binôme qui est à l'effraction. Il doit savoir que potentiellement, quand il va ouvrir la porte, il sera accueilli par du calibre 12. Bon, c'est pas très rationnel non plus de rentrer quand même, mais il faut bien que quelqu'un y aille. Donc, la négociation de crise, on s'en sert quand? Nous, c'est pour tout ce qui est forcené retranché, suicidaire dangereux. Les cas d'enlèvement en France, il n'y en a plus. Il y a encore des prises d'otages, mais ce qu'on n'a plus, ce sont des demandes de rançon, prises d'otages avec demande de rançon. Il y a, oui, des enlèvements, mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon policier du saucissonnage. C'est les cadres d'Air France par les salariés. C'est Bernard Tapie, il y a peu, qui s'est retrouvé chez lui. Donc, c'est saucissonné, ils sont attachés par du Chatterton, par de la corde, pour avoir de l'argent, mais immédiatement. Bijoux, code du coffre, etc., etc. Et puis, il y a Bernard Magret, qui possède 40 châteaux dans le Bordelais, qui a lui aussi été molesté en bas de chez lui. Il faut savoir que dans tous ces cas-là, bon, il n'y a pas de demande de rançon, parce que ça ne dure pas longtemps, mais qu'en plus, il y a toujours une recherche d'influence permanente dès le départ, qui est la violence. Voilà. Pour montrer la détermination, il faut que ça aille vite, donc il y aura forcément des coups portés. Voilà. Et puis la dernière en date, une qui a défrayé la chronique de saucissonnage, c'était la grande cantatrice américaine, Kim Kardashian. On ne sait pas ce qu'elle fait, donc en tout cas, elle a été saucissonnée dans un hôtel particulier pour les bijoux qu'une grande marque de joaillerie lui avait prêté. Les phases de négociation, donc on l'a dit, échange d'informations permanent entre la négociation s'ils apprennent des choses et puis le groupe tactique. C'est le chef opérationnel qui décide de la tactique. Mais systématiquement, on utilise la négociation. Pourquoi? Parce qu'elle réussit dans 80% des situations de crise. On négocie aussi avec les terroristes. On négocie avec les pires crapules. Dans certains cas, on négocie en sachant qu'il n'y a pas d'issue positive. Par exemple, avec les terreaux, depuis l'affaire Mera, on sait qu'avec ces personnes jusqu'au boutiste, on sait très bien ce qu'ils veulent. Ils veulent la mort. Bon, ça tombe bien. Mais ils vont nous apprendre des choses. Ils ont un besoin de parler. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on va recueillir des informations qui vont peut-être servir à la DGSI, etc., sur comment ils ont fait pour avoir de l'argent, comment ils ont obtenu des armes, est-ce qu'ils se sont entraînés dans un autre pays, etc., etc., comment ils ont fait pour aller s'entraîner. Tout ça, ce sont des informations qui sont hyper importantes. Donc, on négocie avec tout le monde, même avec les pires crapules. Et puis, je vous le disais, c'est très souvent avec des gens rationnels. Ça veut dire aussi que là, on est dans un autre chapitre, mais vous avez très peu de psychotiques. Ça veut dire que la quasi-totalité des gens, là, on parle de plus de 70%,
ce sont des gens comme vous et moi qui ont explosé. Donc on le sait, nous, on va niveler les émotions pour pas qu'ils explosent encore plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans leur vie, il y a eu une fragilité à un moment donné, ça peut être la mort d'un proche, un divorce, le chien du voisin qui n'arrête pas d'aboyer. Vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte, et puis un jour, hop, on sort le fusil, on tire en l'air ou on tire sur le voisin, et là on est dans un engrenage. Quand on arrive sur place, la motivation du négociateur, c'est de faire en sorte qu'on s'arrête à ce niveau-là et qu'on fasse redescendre cette colère ou cette haine qu'il a pour le voisin. La phase de résolution tactique, elle est voulue soit par le sujet lui-même qui décide de sortir et de se battre, ça arrive, ou alors qui dépose les armes, ou alors le chef opérationnel qui donne carte blanche au groupe d'intervention, par exemple, s'il y a à un moment donné une seconde où ils peuvent intervenir, eh ben ils vont y aller. Et là, on va se servir de la négociation, des fois pour faire diversion. Enfin, c'est pas bien de dire ça, mais là, ils ne vont pas demander l'autorisation. Il y a une fenêtre, hop, on rentre et on y va. La négociation peut aussi se mettre au service de la tactique, dans certains cas. Donc, on en revient au principe de la négociation. Le chef ne négocie pas. Le chef est l'autorité décisionnaire. Il ne peut pas tout faire. Il y a un effet tunnel qui s'exerce sur lui aussi. Lui, il est focalisé sur la crise, mais il va peut-être gérer aussi les autorités, et puis peut-être la presse, et puis le politique. Donc il ne peut pas tout faire, ce n'est pas un homme orchestre. Et puis en plus, ça renforce l'inflation narcissique du sujet en crise. Ah, je parle au chef, donc je suis un bonhomme. Et puis en plus, quand on est chef, c'est plus difficile de dire « Ben non, je ne peux pas t'obtenir une voiture, c'est compliqué. » Ben non, tu es chef. Donc on va toujours se servir de petites autorités successives, de petits chefs pour dire « Bon, il faut que je demande aux autorités, ça prend du temps, c'est compliqué. » Ou alors le grand commandant ou le grand commissaire, ils sont en panique parce que là, voilà, on peut se servir du chaos lié à la crise pour gagner un petit peu de temps. Alors ça, ce sont des tableaux de situation. Je pense que vous en avez aussi. Il y a des parallèles énormes à faire avec la négociation commerciale. Qu'est-ce que ce sont les tableaux de situation? Ce sont des tableaux, bon là c'est un PC de riche. Hein. La moitié du temps on négocie, on est dans une voiture, dans un placard à balai. Hein. On a plutôt un petit carnet. Mais en attendant, on va faire des tableaux de situation pour noter tout ce qui est important avant même d'aller prendre la parole. Ça veut dire qu'on va noter tout ce qui peut être important et qui va nous aider à négocier. Positif, négatif, les demandes qui ont été faites, les revendications. Il va y avoir le chrono, tout ce qui se passe au fil de l'eau, de manière à ce que s'il y a une autorité qui rentre dans le PC, il sache exactement tout ce qui se passe. Et puis parce que il va falloir peut-être aussi gérer des parasites qui vont grenouiller autour du PC crise. Les parasites, chez nous, c'est les médias. Et si on ne leur donne pas du grain aux médias, ils vont inventer des informations parce qu'ils ont besoin de donner des informations. Donc de temps en temps, il faut leur donner des informations, sinon ça peut être assez catastrophique. Sur une prise d'otage, les médias m'ont aidé et quelques minutes après m'ont desservi. Donc on peut s'en servir, mais il faut faire très attention. Je vais vous la raconter. Après. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre sur ces tableaux qui peuvent nous servir? Eh bien, j'ai dit positif. Ben, c'est du basique et vous le connaissez, c'est les grands principes, puisqu'on utilise la courtoisie dès le départ. Ben, on va se servir de la famille. Les parents, les enfants, quel âge ils ont, combien il en a. Ils vont à l'école, c'est bien, super. Parce que peut-être que moi, je vais me servir de mon vécu, de mes émotions, pour créer un lien avec la personne. Si c'est parce que c'est un divorce qui se passe très mal, qu'il a pété un plomb, il a des enfants, je peux lui dire, tu sais, moi aussi j'ai 2 enfants, je me mets à ta place, il va certainement m'insulter.
et me dire « j'en ai rien à foutre de ce que toi tu penses ». Oui, mais moi je suis en train de créer un lien en attendant. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, on va pouvoir ensemble créer on va essayer de chercher un effet miroir, hein, mais on va pouvoir devenir, je deviens un petit peu sa bouée de sauvetage, la seule personne qui va pouvoir l'aider. Il s'est mis dedans, à un moment donné, il ne sait plus comment en sortir. Je dois devenir son seul interlocuteur. Le seul à qui il va demander finalement, bon alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça, cette dernière marche, c'est quand on a vraiment utilisé toutes les marches de l'escalier de changement comportemental qu'on va voir. Donc dans le rouge, évidemment, on va mettre tout ce qui est négatif. Divorce, alcoolisme, il est connu du service de police, connu des services psychiatriques, il a des antécédents de violence, il prend des cachets, il est alcoolique, c'est un ancien militaire, donc pour nous ça peut être problématique. C'est un chasseur, donc il peut avoir des armes. C'est un breton, donc non, rigolez pas. Il ne faut pas rigoler là. Bon, breton, alcoolique, chasseur, ok. Donc, ouais, il y a des choses comme ça qui peuvent nous desservir. Il va falloir faire très attention à certains types d'individus, évidemment. Et puis après, les demandes, et tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il n'a pas dit, etc., etc. Ça va nous servir, nous, pour communiquer avec lui, parce qu'on a tous ces éléments-là. Dans un PC négociation de riches, donc le plus souvent Paris et puis le GIGN Satori, on va avoir un négociateur 1, un négociateur 2, le psychologue. Le psychologue, lui, il est là juste pour donner un avis sur la pathologie que peut avoir l'individu et peut-être donner des pistes de travail. Pas parler de sa famille, au contraire, parler de sa famille, etc. Le coordinateur qui fait en sorte que tout se passe bien dans le PC crise. Le superviseur qui va gérer tout ce qui se passe dans le PC crise et les parasites extérieurs. Et puis le chrono qui, lui, note tout sur les tableaux, au fil de l'eau. Ce qui est important, c'est le négociateur 1 et le 2. Ça, c'est ce qu'on va retrouver la quasi-totalité du temps, parce que le reste, c'est quand la crise dure vraiment plusieurs jours. Le négo 1 et négo 2, c'est ce que vous devez avoir, vous, pour vos grandes négociations commerciales. Le négo 1, c'est celui qui est à la voix avec l'individu. C'est lui qui parle avec lui. Il gère ses émotions, il gère les émotions de la personne. Il est dans le match. Il est dans le match, on dit qu'il est en écoute active à 100%. Mais des fois, il y a des choses qui peuvent passer, qu'il n'a pas entendues, ou qu'il a entendues avec son vécu. Et le négociateur 2 qui est à côté, qui ne fait rien d'autre que d'écouter, va peut-être entendre quelque chose qui est très intéressant. Et quand il y aura un cut, parce que l'individu l'a décidé, ou parce qu'on est tous fatigués, qu'on dit on se rappelle dans une demi-heure, on boit un café, ça marche comme ça, hein, ça marche comme ça, vraiment. Et ben on en discute avec le négo 2, on lui dit qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, tout à l'heure il a parlé de sa fille, il a l'air vachement dans l'émotion quand il en parlait, tu aurais pu rebondir dessus. Ah bon, moi je m'en suis pas rendu compte. C'est à ça qui sert le négo 2. À entendre des choses que vous n'entendez pas forcément. À voir des choses, quand on est en visuel, qu'on n'a pas vues et sur lesquelles on peut rebondir. Donc il a un rôle primordial. Dans la prise d'otage que je vais vous raconter, il a servi. Sans lui, j'y serais encore. Donc quand on peut toujours avoir un négo 2. Et puis tout simplement, si l'individu il n'aime pas ma voix ou ma façon de parler, il peut tout simplement dire je n'ai plus envie de te parler. C'est quelqu'un d'autre qui va prendre la main. Il faut qu'il arrive en connaissant déjà toute l'histoire. Et non pas en arrivant, bon, tu peux me rappeler ton nom? Relation de confiance complètement fracassée. Donc il connaît déjà tout. Alors, l'escalier de changement comportemental, l'escalier émotionnel. Alors, pour le psychologue du FBI, il était parti de l'écoute active. On va se servir de l'empathie, la reconnaissance de l'autre pour créer une relation de confiance. Donc moi, si vous voulez, je l'ai détaillé depuis le tout début de l'inter ou la négociation commerciale. Avant même de se mettre à la table des négociations, on doit tout connaître, j'allais dire de l'adversaire,
de l'entreprise avec laquelle on va négocier. Et on reprend les tableaux de situation. Est-ce qu'on a déjà négocié avec eux? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que leur négociateur était agressif? Est-ce qu'ils pratiquent le one-shot? C'est plus à la mode, hein. Mais bon. Est-ce qu'on va les revoir dans 6 mois, etc., etc., etc. On doit avoir tout le positif et négatif qu'on a eu déjà, qu'on a vécu avec cette entreprise. Nous, les informations, quand on arrive sur place, eh bien, il y a déjà un officier de sécurité qui va nous dire « Bon, ben voilà, on est face à un individu qui a fait ça, sa femme est partie, etc. Il a tué le voisin, il a tué le chien, il a fait ceci. » On sait à peu près tout. Pour autant, on prend tout, mais on se dit toujours que ça, c'est ce que lui a vu ou c'est ce qu'on lui a raconté. Des fois, on est loin de la vérité aussi, hein. Donc, je prends les informations, mais je vais demander quand même à l'individu de me donner son ressenti à lui. Avec tout ça, je vais enfin pouvoir prendre le premier contact. Il n'y en a qu'un. Il ne faut pas se louper. C'est la fameuse poignée de main dans l'itinéraire d'un enfant gâté. Le bonjour. Apprendre à dire bonjour. Bon, ben, c'est un peu ça. Si on se loupe d'entrée de jeu, ce n'est pas terrible. Donc évidemment, ça va être le vouvoiement, la politesse, et nous on est calme. Parce que systématiquement, quand on appelle, nous on se fait insulter. Ben, quand il m'insulte, il communique. Je vais le laisser m'insulter. Il va ventiler ses émotions négatives. Et puis de temps en temps, parce que ça va durer, sur une autre prise de tâche à Météo France, ça a duré 10 minutes, mais dans le flot des insultes, de temps en temps, j'en place une. Monsieur, vous n'êtes pas obligé de m'insulter. Si, parce que tu es un, et hop, c'est reparti. Eh bien, on est en train de communiquer. Mais comme je reste poli, courtois, avec une à peu près calme, non, calme, eh bien, à un moment donné, il va rentrer dans le jeu, il va lui aussi baisser d'un ton, parce qu'il a fini, il a dit tout ce qu'il avait à dire, et on va rentrer dans une communication dite normale. Donc tout ça, ça se prépare. Il y a une autre chose dont on doit parler aussi, c'est qu'avant même de prendre le premier contact, dans certains cas, il faut déjà se dire « Ok, j'y vais, si ça foire, je dois me protéger psychologiquement. Sur un suicidaire dangereux, ou si quelqu'un a un otage, je dois me dire « Ok, si ça ne marche pas et que ça finit mal, ben, j'aurais tout fait. » Mais c'est un choix que l'autre a fait. Je ne dois pas me dire, c'est de ma faute, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, ou j'ai pas dit, ou j'ai fait, ou j'ai pas fait. Non, 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 il faut aussi être capable de faire la part des choses. Parce que sinon, émotionnellement, déjà, on part avec un pas en arrière. Donc, on y va, sachant déjà être capable de mettre ces émotions négatives-là de côté. Ensuite, eh ben, vous avez tous entendu parler de l'écoute active. Allez, c'est parti. L'écoute active. L'écoute active, c'est à 100%. C'est facile à dire. C'est épuisant. Ça veut dire que si quand on vous parle, prendre des notes, c'est bien, c'est montrer l'intérêt à la personne. Mais il y a une différence entre prendre des notes et feuilleter le dossier. Vous ne pouvez pas dire si je vous écoute. Non, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez dire. Ça, pour lui, il s'en fout. Il ne m'écoute pas. Ou alors, il n'est pas sérieux, ou il est déjà en train de préparer une riposte. Ça, dans certains... Alors, le téléphone, n'en parlons pas. Le téléphone qui sonne, eh ben, il sonne, on le coupe, c'est fini. Mais si on le sort pour répondre, excusez-moi, je te rappelle plus tard, c'est trop tard. Ça, nous, l'écoute active, c'est ce qui est le plus fatigant et c'est ce qui fait qu'on n'oublie rien. Même s'il y a Nego 2, mais il n'est pas toujours là, il n'est pas toujours dans la voiture. Des fois, il est dans la colonne parce qu'il n'y a pas assez de monde. Mais si on rate un truc, ça peut être dramatique. Donc, quand je vous dis que c'est fatigant, c'est faut écouter tout ce qui est dit. Et pourtant, tous, vous avez utilisé, à un moment donné, des chevilles dans la vie de tous les jours, hein, pour rendre une communication dite normale. C'est les fameux « non, ouais, je le fais à ma mère, moi. Oui, à un moment donné, ça dévie. On n'est plus à 100%, on est à 80% parce qu'on écoute les infos, peut-être. Et puis on descend à 20.
Et puis à un moment donné, elle vous dit, tu ne m'écoutes pas là? Hein? Si, trop tard. Vous venez juste de manquer de respect. Si, il n'y a plus qu'à éteindre la télé, revenir à 100%. Mais c'est trop tard, on a montré du désintérêt à la personne. Ça s'entend. Même au téléphone, même derrière une porte. Et ça passe même par la posture. Quand on est désintéressé, même si on ne se voit pas, qu'on est au téléphone et qu'on est allongé dans le canapé, ça va se ressentir. Dans l'écoute active, vous avez l'empathie. L'empathie, c'est pareil, on en parle tout le temps avec le management bienveillant, là. Un baby-foot dans l'entrée, et hop. Non, il est patron, non? L'empathie, c'est reconnaître l'autre dans son univers subjectif. Il pense quelque chose, je ne pense peut-être pas la même chose. C'est pas lui qui a raison, c'est pas moi qui ai tort. C'est qu'on n'a peut-être pas la même vision du monde, on n'a peut-être pas la même vision cérébrale, c'est-à-dire qu'on imagine tous des choses différentes, en fonction de notre vécu. Il va falloir essayer de se comprendre, même si c'est complètement opposé. Parce que sinon, comment je fais pour négocier avec un gars qui se réclame d'Al-Qaïda? Ben, c'est pas possible. Je ne dis pas que je vais essayer de le comprendre. Je dis juste que je vais faire en sorte d'avoir une communication dite normale avec un gars que j'ai envie de brûler. Et pourtant, j'y arrive. Et on va créer un lien. Parce qu'avec un gars d'Al-Qaïda, on était devenus des frères d'armes. Le lien qu'on a créé, c'est j'étais un combattant du gouvernement, c'était un combattant de la foi. Et puis un autre, il se trouve que on avait été dans le même régiment. Vous voyez, ça part tous azimuts le lien. Mais dès qu'on trouve un lien, c'est énorme. C'est énorme. Mais ça, bon, vous le savez, dans le monde commercial, on cherche toujours des liens. La reconnaissance de l'autre. On doit reconnaître ce qu'il a fait. Même si c'est des bêtises. Il en a peut-être besoin. Qu'on reconnaisse, oui, tu as fait ça, tu as tiré des coups de feu, ou etc. Tu veux que le juge revoie sa copie pour la garde des enfants, etc. On doit reconnaître l'autre qu'en mettant en colère. Tout ça, ça va aider à créer une relation de confiance. Sous-entendu, tu m'as compris, donc tu vas pouvoir m'aider. Et c'est la seule façon qu'on aura de changer le comportement de l'individu, c'est-à-dire soit il se rend, la reddition, soit il dépose les armes, soit il décide de sortir, soit il dit bon d'accord, mais maintenant je fais quoi? Si on n'a pas créé la relation de confiance avant, si on a zappé plusieurs marches, on n'y arrivera pas. On va dans le mur. Donc on doit se servir de tous ces grands principes sociologiques qu'on utilise quasiment tous les jours pour arriver à créer cette relation de confiance. Alors, je vais revenir sur la prise d'otage. Elle est intéressante parce qu'il y a un petit peu tout dedans. C'était dans une banque à Toulouse. Un gars qui se réclame d'Al-Qaïda est rentré dans une banque CIC avec un jerrycan d'essence, un pistolet. Il a tiré un coup de feu en l'air et il a pris en otage les 2 directeurs et 2 secrétaires. Il se trouve que c'est une banque dans laquelle il n'y a pas forcément beaucoup de monnaie, c'est plus administratif qu'autre chose. On arrive sur place. On fait un PC crise dans une autre banque qui se trouve 100 mètres au-dessus dans la rue. Et puis la négo commence. Assez rapidement, ça fait déjà 2h30 que la prise d'otage est en cours. On apprend que sa revendication à lui, c'est « je veux me battre avec vous pour venger Mohamed Merah ». Il nous considère comme des assassins parce qu'on a tué Merah, donc il veut se battre avec nous. Ok. On part là-dessus. Il accepte assez rapidement l'échange d'un otage contre 4 pizzas. Les besoins physiologiques, pyramide de Maslow. Je vous dis qu'on se sert de tout. Les besoins physiologiques, c'est la base. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il ne va pas demander des armes, il a déjà un pistolet. Tu as besoin de quelque chose? Les gens qui sont avec toi ont besoin de quelque chose? Ils ont peut-être soif? Ils ont faim? Ouais, on a faim. Ouais, mais c'est compliqué à avoir. Bref, on réussit à obtenir l'échange d'une secrétaire contre 4 pizzas et des sushis.
On continue à parler. Bon, il m'insulte assez régulièrement. Il a des problèmes psy, schizophrène. Il a déjà enlevé sa sœur. Enfin bref, il a un passif assez important. Donc il faut faire en sorte de réguler de temps en temps ces crises où il m'insulte. Et puis, ça prend un peu de temps, là. Donc il m'insulte, il me dit, bon, j'ai faim maintenant. Je dis, bah écoute, oui, ça fait 20 minutes, je redescends, je vais demander à une secrétaire qui était là, de la mairie. Parce que dans ce cas-là, bah, le maire de Toulouse était là, enfin, il y avait beaucoup de monde, le préfet. Et je lui dis, madame, les pizzas, ça arrive. Elle me dit, oui, ça y est, ça arrive, ça arrive. Je dis, ouais, parce que là, c'est 20 minutes, bon, 30 minutes. Là, il remonte dans les tours, il veut tuer tout le monde. Je redescends, je dis, madame, il faut peut-être s'affoler un petit peu, il y a une otage en jeu. Oui, 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 je rappelle. OK. Je reviens à l'individu, je lui dis, écoute, je suis vraiment désolé, les pizzas, c'est bon, c'est les sushis qui posent problème, mais ça arrive. Bon, je gagne un peu de temps et des sushis. 40 minutes, là, je reviens, je lui dis, écoutez, c'est pas normal, il faut quand même pas 40 minutes pour faire 4 pizzas. Et là, elle me regarde et puis elle me dit, mais moi, j'en ai commandé 16. Mais je lui dis, mais pourquoi? Bah, j'en ai pris une pour vous, pour le directeur de la banque, pour le préfet, pour le maire, pour... vous voyez, mes intérêts ne sont pas les siens. Donc ça aussi, il faut tout cadrer. Là, il y a eu un petit défaut de communication. Elle a cru bien faire. Sauf que là, bon, il y avait un peu urgence. Bon, j'ai vu arriver un gars arriver avec son scooter et une pile de pizza, là. Bon. Donc là, il s'agit de proposer un protocole de reddition. C'est un peu comme une reddition, hein, c'est un protocole. On va lui dire, voilà ce qui va se passer. Et on va le faire s'engager. On va lui dire, bah, écoute, ce que je te propose, c'est que je vienne avec les 4 pizzas, les sushis devant la banque. Je les pose à la porte de la banque, je recule, j'aurai les mains en l'air, tu verras, etc. Moi, j'y vais pas sans sécurité, je sais que j'ai des tireurs d'élite derrière. Mais je le fais s'engager. Je lui dis, on est d'accord? Oui. On ne revient pas là-dessus. On fait ça. Oui, je t'ai dit. Il s'énerve. Oui, mais il a dit oui 2 fois. Peut-être même plus. On le connaît, ça. Faire dire oui pour des petites concessions. Bah, ils s'y tiennent. Et donc, ça se passe comme prévu. Il récupère les pizzas, les sushis. L'otage est libéré. Et on continue. Donc, je rappelle, pour le remercier, merci, tu as vu que tu pouvais me faire confiance. Et on revient en permanence sur l'aide que je peux lui apporter. Moi, je suis là pour t'aider. Mais aide-moi de ton côté, etc., etc. Et puis, évidemment, en permanence, il faut humaniser la personne. Il doit comprendre que ce ne sont pas des choses. Parce que c'est plus facile de frapper des choses que quand on nomme les personnes. Donc, on nomme les personnes à l'intérieur. On les humanise. Et puis, lui, la reconnaissance, il ne l'a pas parce que les médias, une télé avec 3 lettres, n'arrête pas de tourner en boucle en disant que c'est un braqueur de banque. Et lui, ça ne lui convient pas. C'est un combattant de la foi. Il veut venger Mera. Il veut qu'on le dise. Donc, je vais réussir à négocier un deuxième otage contre un démenti BFM. Oh, j'ai dit. Eh bien, les médias vont me servir. Bon, c'est le proc ou le préfet qui est allé parler aux médias pour dire, voilà, c'est un combattant, il a passé un message qui était ta. Et il va, encore le protocole, dans la seconde, il libère l'otage comme prévu, remerciements, etc., etc. Et puis, les heures passent, ça va durer 6h30 en tout, je crois. Il y a un périmètre de sécurité qui a été fait, donc les journalistes sont quand même assez éloignés de la scène, évidemment. Et puis, à un moment, il est en train de me parler, et puis il se met à m'insulter, et en me traitant de menteur. C'est dommage, il y a eu deux de sortie. C'est pas le bon moment, et je comprends pas. Je lui dis, écoute, je suis vraiment désolé, pourquoi tu me traites de menteur? Tout s'est bien passé, tu as vu que tu pouvais me faire confiance, moi je suis là pour t'aider, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ils disent à la télé que j'ai encore tiré un coup de feu. Je ne suis pas un braqueur, je suis un combattant. Ben, je vois, tu es un combattant de la foi, je suis un combattant du gouvernement. Les liens sont tordus des fois, mais ça marche.
Donc, on respecte les civils, c'était ça le deal. C'est un combattant de la foi, ok, je suis un combattant du gouvernement, les civils au milieu n'ont rien à faire dans notre combat. Mais là, concrètement, je lui ai menti. Je lui ai dit, mais moi, je n'ai rien dit, je m'enseigne. Et effectivement, les médias ont dit, nouveau coup de feu dans la banque. Et là, la colonne d'assaut, je leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils me disent, rien, mais à côté du périmètre de sécurité, il y a un pub. Et à l'arrière du pub, il y a une palette en bois qui est tombée. Ça fait paf, voilà, nouveau coup de feu dans la banque. Toutes les informations sont bonnes à prendre pour eux, même celles qui n'ont rien à voir avec la crise. Ils ont entendu un bruit, moi ça m'a desservi, il m'a fallu une demi-heure pour qu'ils redescendent d'un étage parce qu'il était remonté comme une pendule. Il a fallu que je m'excuse, je ne sais pas combien de temps, voilà, etc. Et qu'on refasse passer un démenti pour dire que non, 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 etc. Vous voyez, des fois c'est un petit peu compliqué. Là, à ce niveau de la négociation, quand le chef opérationnel vient me voir et me dit est-ce que tu as des informations pour nous intéressantes, etc., etc. Il me disait toi ça va? Je dis oui, moi oui, bah oui. Moi mon ego il crève le plafond là. J'ai sorti 2 otages. Je pense que je l'ai à la voix. Ça se passe super bien. Je me rends pas compte que ça fait 2h30 que je tourne en rond là. J'ai beau essayer de faire sortir un autre de plus, un directeur, il n'y a rien à faire. Il veut pas. Il a compris que s'il libère tout le monde, il n'a plus rien. Et donc, à un moment donné, on s'arrête, on discute. Et là, le négo 2, qui n'a rien dit depuis le début, il a fait que débriefer les otages à chaque fois. Il me dit, bon, concrètement, qu'est-ce qu'il veut depuis ce matin? Il veut qu'on se batte. Il me dit, on peut peut-être lui proposer de se battre. Je lui dis, j'aurais même pas pensé. C'est tellement bête que j'aurais pas pensé. C'est ce qu'il veut. Donc, évidemment, on demande au chef opérationnel s'il est d'accord. Il se trouve qu'ils sont 20 à la porte et que opérationnellement et au niveau sécurité, c'est jouable. Maintenant, il faut s'accorder sur les civils. Donc ça, c'est mon rôle de retour et je repars à la voix. Donc là, c'est comme un premier contact. Pour lui proposer ça, ça se prépare. Et donc, j'y retourne doucement et je lui dis, mais depuis ce matin, tu veux te battre avec nous? Ouais, parce que vous êtes des assassins, etc., etc. Je lui dis, écoute, nous, on ne le veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sortes ou que je vienne, qu'on discute ensemble. Moi, je suis là pour t'aider. Maintenant, si c'est ce que tu veux, si c'est la seule solution, on est d'accord. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a eu un blanc quand même. Et puis, il m'a dit, ouais, vous êtes... Non, je lui dis, j'arrêtais pas de lui dire, non, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut parler avec toi. On veut comprendre, etc. Et puis, je vous préviens. Et là, il commence à monter. Il monte. Et là, l'émotion de la colère, elle est plus gérable. Parce qu'il ne m'écoute plus. Je vous préviens, vous avez intérêt d'être calibré parce que moi, je vais sortir. Et là, le protocole que j'avais mis en place avec lui, je lui avais dit, tu laisses sortir les 2 otages, les 2 derniers otages. Ensuite, on discute ensemble. Et puis, si tu veux, quand tu as envie, tu sors et puis on se bat. Bon. Là, finalement, il décide de sortir d'un coup. On voit la porte de la banque qui s'ouvre, les 2 otages qui sortent, et lui, il sort dans la foulée. Et il tire sur les tireurs d'élite qui sont postés là, en face de la rue, donc dans un immeuble à 10 mètres, à 15 mètres. Il riposte dans la jambe et dans la main. Il perd son pistolet, il rentre dans la banque. Bon, là, on est face à un forcené retranché, donc il n'y a plus vraiment d'urgence. Sauf qu'il a mis le feu avant de sortir, avec son jerrycan. Donc, allez, hop, les fracs doivent casser la porte d'une banque avec le bélier. Là, il y a des gars avec des gros bras pour ça. Ça prend un certain temps. Il est sorti de la banque. Il est soigné directement par le médecin qui est venu de Marseille, du raid de Marseille. Et donc là, mon rôle à moi est d'aller le voir. Je lui dis, écoute, c'est moi Didier, c'est moi que tu as eu au téléphone pendant 6 heures. Tu as vu, ça s'est passé comme je t'avais dit. Et puis il me dit tout de suite, t'as vu, je suis courageux. J'ai effectivement... Tu es un grand combattant, il fallait oser sortir devant 20 gars. Il me dit, ah ouais, je savais, j'étais un combattant. La reconnaissance qu'il voulait. Prouver que c'était un combattant, un grand combattant. Et puis après, il me dit, mais toi il me dit, ça fait mal quand même. Puis je dis, oui, tu as 2 5,56 qui ont traversé ta cuisse et ta main. Et puis il me dit, toi qui es un grand combattant, tu crois que ça fait mal une balle dans la tête? Quand même un peu. Donc là, il est reparti dans sa folie. Il est reparti prendre ses pilules. Et puis, donc, vous voyez, encore une fois,
les liens, la reconnaissance de l'autre, l'écoute pendant tout le processus. Quand vous rentrez sur Bordeaux, vous dormez bien dans la voiture. Et c'est comme ça que ça dure 10 minutes ou 30 heures ou 33 heures, comme ça a pu durer pour Mera. OK? Les qualités du négo, de l'empathie, vouloir vraiment aider l'autre. Sinon, dès le départ, ce n'est pas la peine d'y aller. L'écoute. Là, c'est être capable de se mettre dans une bulle de confort. Tout ce qui se passe autour, on ne l'entend plus. Quand vous êtes avec un interlocuteur, si c'est une grosse négociation, on ne doit pas entendre le bruit de la machine à café à côté. S'il y a des bruits parasites, ça peut vous faire perdre le fil de la discussion. Et ça peut être mal perçu par l'autre. La communication, elle doit être plus ou moins aisée. Avec ce genre d'individu, on en est arrivé à parler avec lui pendant 6 heures. On a parlé de l'Afghanistan, on a parlé des clubs échangistes en France et des nanas en slip sur les abris de bus, de tout. Donc c'est des sujets sociétaux qui peuvent être balayés, donc il faut parler. Hein. Et peut être capable de rester calme, parce qu'on va se faire insulter. C'est sûr et certain. Et parfois, c'est même ça peut être sur votre physique, hein, quand vous êtes en contact visuel à quelques mètres, tout. C'est une recherche d'influence de l'autre. Donc une volonté sincère d'aider. La négociation est finie, l'individu a été interpellé, on doit aller le voir, on doit se présenter. Négociation actuelle, on ne ment pas. Commercial, c'est pareil. Ça, c'est du one-shot. Mais dans 6 mois, vous revenez à la table des négociations, on ne voudra plus vous parler. Ben non. Le sentiment de s'être fait avoir, il n'y a rien de pire. Donc nous, on ne ment jamais. Quand il nous demande qu'est-ce qui va se passer pour moi après, on lui dit, voilà, tu vas sortir, t'inquiète pas, il y a 6 gars en noir équipés comme des porte-avions qui vont t'interpeller gentiment, parce que des fois, ils ont peur de se faire casser la figure. Ils vont t'interpeller, ils vont te passer les menottes, tu vas aller voir un officier de police judiciaire, tu seras mis en garde à vue, et après, c'est l'autorité judiciaire qui prend la main, et moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas Belmondo, moi, je ne peux pas interagir avec le juge. Mais on doit lui dire il va falloir qu'il réponde de ses actes. On ne ment pas. Parce que peut-être que cette personne, dans 6 mois, elle va sortir de prison. Bon, en même temps, en France, on ne fait pas 6 mois de prison quand on fait pas. Quand on ne prend pas 2 ans, on n'y va pas. Donc, message subliminal. S'il va en prison, si c'est quelqu'un de rationnel, il va en prison, il va polluer la prison en disant le négociateur du raid m'a menti. Ou il s'est moqué de moi. Et si c'est un psychotique, faut pas, ils ne sont pas que fous, ils ont aussi des antennes et ils se rappelleront qu'on s'est moqué d'eux. Donc on ne ment jamais. On peut faire des promesses. On doit s'y tenir. Pour ça, on peut parler de notre vécu. Hein. Je ne donnerai jamais mon numéro de téléphone, mais en attendant, je peux parler de ma vie de famille. Ça, c'est un peu de propagande pour finir. Est-ce que... Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Merci beaucoup déjà. Moi, j'en ai peut-être une. Est-ce que tu as déjà perdu ton sang-froid? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu as fait? En négociation de crise, jamais. Je ne dis pas que dans ma voiture, je ne m'énerve pas. Hein. Mais quand je rentre en négo de crise, non, c'est pas possible. J'ai un seul cas. J'ai un copain qui m'a dit qu'il s'est énervé avec Mohamed Merah. Et il a raccroché. Je ne trahis pas un secret. La transcription des 33 heures de négociation sont sorties sur le Figaro, à part les moments les plus trash de tout ce qu'il a pu dire. Et à un moment donné, il lui a dit quelque chose qui ne l'a pas fait rire, lui, parce qu'il a utilisé l'humour, hein, le Merah. Il a dit « j'ai pas envie d'entendre ça », il a raccroché. Il m'a dit « là, c'est le truc qu'on ne fait jamais, quoi ». Bon. Mais il ne s'est pas énervé pour autant. Mais en attendant, il n'a pas pu gérer ce moment-là qui était un petit peu trop difficile pour lui. Et c'est Merah qui a rappelé.
Voilà. Il y avait une étude qui était faite par un professeur toulousain sur les émotions ressenties par le négociateur comme les individus en crise. Et oui, il y a une palette d'émotions. Il ne faut pas oublier que ce sont les émotions qui dictent nos réactions. Et donc, nous, on ne travaille que sur les émotions en négociation de crise. On ne travaille que là-dessus. Mais les émotions, l'émotion ressentie première de toutes les négociations commerciaux quand ils rentrent dans l'arène, c'est la peur. On peut l'appeler comme on veut, le stress, l'appréhension, le trac, c'est la peur. Il y a un peu d'adrénaline. On a peur de décevoir le chef, on a peur de ne pas obtenir ses objectifs, on a peur de ceci, on a peur de cela. Oui, il y a une forme de peur qu'on ressent nous aussi, hein, tout en se préparant au pire. Mais après, on doit tout de suite enlever ça de l'esprit et on rentre dans le match. Mais ce sont les émotions qu'on doit gérer en priorité. Et pardon, dernier petit follow-up. Et tu as des techniques pour gérer ça? Compartimenter. Voilà, parce que, alors, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que, vous savez, je me mets en face pour pas que tu aies de la lumière. J'en ai bien. Comme un HP, comme un tireur d'élite. Quand on rentre dans le match, il peut arriver que dans certains cas, on dise « je ne peux pas y aller ». Le chef opérationnel, quand il me dit « tiens, tu prends la main », je vais prendre les premières informations qu'on me donne. Et si dans les informations, il y a des choses qui m'impactent moi, ou qui peuvent m'impacter psychologiquement parce que ça se rapproche de mon vécu et des émotions que j'ai pu ressentir, je peux dire non, là, je préfère pas y aller. Il ne me demandera jamais pourquoi. Il me dit OK, hop, il passe le bébé au négociateur 2. Donc ça, c'est valable pour tout le monde et ça arrive dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous venez d'apprendre que vous avez un texto, votre gamin a fait encore le zouave à l'école, vous êtes comme ça, et puis on vient vous demander quelque chose. C'est peut-être pas le bon moment pour essayer d'aider la personne à ce moment-là. Vous comprenez? Donc des fois, il faut balancer le bébé à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais après, sinon, les émotions, il faut commencer déjà à comprendre les siennes. Donc il y a un petit travail à faire sur soi-même. Et après, on rentre dans le match. Merci beaucoup. Un grand merci Didier. Bravo.